Bernadette Banseau de Vincent, bonjour. Je suis ravi de passer ce moment avec vous et que vous ayez accepté cet entretien pour la chaîne Écologie Rationnelle. Chers auditeurs qui nous écoutez, prenez votre temps, faites une pause, car on va parler du temps. Pour que nos auditeurs vous cernent un peu mieux, vous êtes une philosophe historienne et notamment en histoire des sciences. Vous êtes également membre de l'Académie des technologies et membre du comité d'éthique de l'INRA, du CIRAD, de l'IFREMER et du CNRS. Sur cette chaîne internet, j'ai essayé d'expliquer l'importance du rapport au temps pour être plus écologique. Vous avez poussé ce concept bien plus loin que moi. Vous avez même sorti un livre qui traite du lien entre temps et écologie qui s'appelle Temps-paysage. Je propose que nous approfondissions ensemble différents thèmes liés à l'écologie. Tout d'abord, pour mieux comprendre ce qu'est le temps, Étienne Klein raconte que si on avait un dialogue avec un grec de l'Antiquité, on aurait la même définition du temps, alors que la science nous a-t-elle montré que le concept du temps a fortement changé depuis Platon. Dans notre société occidentale, le temps a-t-il toujours été linéaire et est-il une construction sociale ? Chez les Grecs anciens, il y avait plusieurs formes de temps. Il y avait 3 mots pour dire le temps. Il y avait le terme aion, aion qui désigne un peu le temps qui revient, comme le temps des saisons. Et c'est un temps qu'on incarne souvent d'ailleurs par le retour des saisons. Donc c'est un temps qui est en quelque sorte immobile, puisque quand ça revient, c'est un mouvement qui engendre l'éternité d'une certaine façon. Il y avait le deuxième temps qui est kairos. Et kairos, ça désigne le moment opportun, le moment à saisir pour faire une action. Voilà. C'est l'opportuniste, quoi. Voilà, kairos, il est opportuniste, Et puis il y a le troisième temps, le seul qu'on a retenu, le plus important, qui est le temps linéaire, chronos. Et ce temps chronologique, c'est celui qui a persévéré et qui l'a emporté surtout dans la science moderne, puisqu'au Moyen-Âge, il y avait beaucoup encore de temps qui était fondé sur le retour des saisons et qui était un temps circulaire de la vie au champ, etc. Avec la civilisation urbaine et avec le développement de la science et surtout l'industrialisation, on est passé dans un temps qui est le temps linéaire, chronologique, donc universel. Il y a un seul temps qui emboîte tous les autres temps. Et c'est ainsi qu'on peut, dans une frise chronologique, situer tous les événements qui se sont passés, non seulement sur Terre, mais même on situe le Big Bang, l'origine de l'univers. Enfin, on le situe, difficile, mais enfin, on le pose comme un début. Et ce temps, il tend vers quelque chose. Il tend toujours vers quelque chose. C'est ça la caractéristique du temps depuis la modernité. C'est que les historiens l'ont très bien qualifié. Les historiens comme Reinhard Koselleck, qui est un Allemand. En France, c'est François Hartog, qui a sorti récemment un livre qui s'appelle Chronos, justement, et qui montre comment se construit ce temps chronologique et comment il a chassé Kairos et comment il a triomphé et qu'il s'est imposé comme le seul temps qui définit tous nos repères. Depuis les origines de la vie, il y a des centaines, des millions d'années, jusqu'à votre naissance et la date de votre mort future. Donc, on est dans un temps conteneur universel, si je peux dire. Et je pense que ce temps-là n'est pas génial pour penser la crise écologique. Une des clés de l'écologie, d'après moi, est d'adapter son temps par rapport à la production énergétique, au transport en commun, à la production agricole. Concrètement, je me lave quand il y a de l'eau chaude solaire, je cuisine souvent avec mon four solaire, j'adapte mes vacances par rapport à la production de mon verger et au transport en commun quand je le peux. Finalement, d'autres temps s'imposent à moi. Vous parlez vous-même d'une pluralité de temps. C'est joli, votre four solaire pour manger. J'adapte mes repas à mon four solaire. Oui, il y a effectivement, on est pris dans une espèce de pelote de plusieurs temps. Il y a le temps effectivement des saisons, il y a le temps diurne, il y a tous les cycles qui sont à l'intérieur même de notre corps.
Ma chronobiologie, elle est faite de temps multiples. Hein, et celui de mes cellules, le temps diurne circadien, hein, le cycle circadien. Il y a le cycle hormonal, qui lui est apparemment calqué sur la Lune, enfin des choses comme ça. Et donc on est l'intuition vraiment qu'il faut, à mon avis, développer face à la crise actuelle, c'est cette idée qu'il n'y a pas un seul temps chronos, que dans notre vie quotidienne, on est toujours en train de négocier avec plusieurs temps, plusieurs temporalités. On a eu récemment, et on a encore aujourd'hui, ce foutu virus qui a perturbé d'un seul coup, a tout arrêté. Comment un petit bout d'ARN a été capable d'arrêter l'économie mondiale pendant quelques jours, voire quelques mois, alors que le GIEC n'y arrive pas, l'Assemblée des experts les plus grands de ce monde, alors que les politiques réunis en COP 21, 22, n'y arrivent pas, alors que les G20, etc., n'y arrivent pas. Vous avez toute cette rassemblement d'intelligence collective qui ne fait rien. Et puis un virus débarque comme ça. Et alors évidemment, c'est pas une solution, mais ça nous a fait prendre conscience. Moi, pendant des semaines, je ne pouvais plus travailler. J'ai réalisé d'un seul coup, mais c'est le surgissement d'une autre temporalité. Le virus, il se moque éperdument de Chronos. Le virus, eh bien, tant qu'il y a des organismes hôtes, eh bien, il se propage et il se propagera tant qu'il y aura des organismes hôtes en se fichant de nos espoirs de croissance ou de décroissance, etc. Il n'a aucune finalité. Il est là, c'est tout. Je crois que la technologie a concrétisé d'une certaine manière, incarné la flèche du progrès pendant longtemps. L'idée qu'il y aurait toujours du mieux après, qu'on aurait toujours du plus grand, du plus fort, du plus puissant, et que c'était un progrès qui était indéfini. Et elle a vraiment concrétisé cela. Et la course, alors évidemment, plus personne aujourd'hui ne parle de progrès. C'est les rues du progrès, les rues de l'industrie, ça sent le début du XXe siècle. Mais n'empêche qu'on est quand même dans la même trajectoire, dans la même ligne de temps, parce qu'on a toujours ce culte de l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut innover à tout prix. Et cette espèce de braquage, de focus sur l'innovation fait qu'on regarde les techniques uniquement comme production du neuf. On ne se rend pas compte que dans notre vie quotidienne, on fonctionne sur des techniques qui sont très vieilles. Et que l'essentiel de nos infrastructures, elles datent, si on s'amuse à les dater. Donc, il faut défaire l'image des techniques de l'image du toujours nouveau. Et de cette hantise de « il faut innover, innover ». C'est bien souvent en allant récupérer des très vieilles techniques. Je reviens à l'expérience récente de la crise du Covid. Comment on a réagi face au Covid? La seule mesure qui, dans l'immédiat, a permis d'arrêter un tout petit peu la croissance exponentielle de la propagation du virus, eh bien, c'était une très antique, très ancienne technologie qui consiste à mettre un masque et à confiner les gens. Ça date des médecins du Moyen-Âge. Donc, je veux dire que ce soit dans des situations d'urgence ou dans la vie quotidienne, on fonctionne sur des technologies archaïques. Et donc, les techniques ne sont pas forcément associées au nouveau. Je voulais avoir votre regard sur le temps des déchets nucléaires. Certains déchets, pas la majorité loin de là, vont avoir une durée de vie très longue, plusieurs centaines de milliers d'années. Même si on les met dans un trou au milieu du désert ou à 500 mètres de profondeur, visiblement ça pose problème à de nombreuses personnes. Ils disent quoi ces déchets sur notre rapport au temps? Ces déchets, ils disent qu'on a voulu ne pas se poser le problème pendant les années de développement du choix du nucléaire. On a à la fois pendant le nucléaire militaire et le nucléaire civil,
on n'a pas voulu poser le problème des déchets. On s'est aveuglé complètement, en considérant que c'était une externalité. C'était un problème. De toute façon, on les enverra dans l'espace ou on les jettera dans la mer. Hein. C'est-à-dire qu'on considérait ça comme un problème secondaire. Le problème unique, la priorité, c'était faut beaucoup d'énergie. Il va y avoir une croissance de la demande en énergie. Pourquoi ? Parce qu'on avait choisi le productivisme et le consumérisme mort. Et ce choix-là, qui est un choix politique, a commandé une technologie qui est le développement des centrales nucléaires. Et à ce moment-là, on a commencé à poser vraiment le problème des déchets que dans les années 90. Jusque-là, on a estimé qu'on arriverait à recycler le combustible. Et c'était le fameux projet du Superphénix, qui était porté par l'idée qu'on pouvait régénérer, non seulement régénérer, mais même surgénérer, qu'on aurait même plus de plutonium et plus de combustible à l'issue du cycle qu'avant. Donc, on a inventé un temps cyclique pour le nucléaire, alors que s'il y a quelque chose qui n'est pas cyclique, qui est vraiment un temps linéaire au monde et qui existe objectivement et qui ne dépend de rien d'autre, c'est la vie des radionucléides. Ça, c'est un temps qui est absolument linéaire et qui dépend si peu des autres, parce qu'il ne dépend que des lois de la physique, enfin, du noyau, etc., qu'il sert aujourd'hui, justement, à définir l'échelle des temps absolus, enfin les temps absolus, tous les autres temps étant relatifs, avec un référent. Tandis que le temps de demi-vie d'un atome, enfin d'un atome, d'une collection d'atomes de carbone 14, ça on connaît. Hein, voilà. Donc je veux dire qu'on a développé une technologie fondée sur le temps des radionucléides, le temps de l'uranium, le temps du plutonium. On le savait, on le connaissait ce temps, sans se rendre compte que c'était incompatible avec le temps de la vie, avec le temps des sociétés, etc. Donc c'est un aveuglement typique produit par l'hégémonie du temps chronologique. On ne se réfère qu'au temps chronologique, on ne se rend pas compte que le choix du nucléaire, c'était le choix de cohabiter avec des choses qui ne sont pas très, très agréables pour cohabiter, puisqu'elles sont extrêmement toxiques, aussi bien toxiques pour le vivant, pour tous les vivants, non seulement pour nous, mais pour tous les vivants. Donc je pense que le nucléaire, c'est le cas typique à mes yeux, où il faut apprendre à penser la pluralité des temps et à se dégager de l'idée d'un temps unique et conteneur universel. S'imaginer un avenir collectif semble à la base des sociétés plus écologiquement responsables. Par exemple les Amérindiens. Bon, je ne suis pas spécialiste. Sans défendre une vision de l'avenir progressiste ou effondriste, ça semble difficile de complètement sortir de la flèche du temps. L'avenir est en partie décidé maintenant, surtout si on considère le problème climatique, non ? Est-ce que sortir de la flèche du temps, ce n'est pas nous déresponsabiliser ? Quand je dis nous, ce sont surtout les décideurs, ceux qui ont le pouvoir. Je crois qu'il n'est pas question de sortir de la flèche du temps. On ne peut pas en sortir dans la mesure où ce temps chronologique est inscrit dans toutes nos infrastructures. Et donc, tant qu'on a des horloges, tant qu'on a des trains qui obligent à synchroniser, etc., on ne peut pas sortir, on ne sortira pas comme ça par une baguette magique du temps chronologique. Mais je veux dire que ce temps a occulté la pluralité des temps. Et à côté de Chronos, il y a Kairos. Il y a des choses à saisir. Il y a des occasions à saisir. On est aujourd'hui dans un monde qui, je ne dis pas qu'il s'effondre, mais il est en ruine, quoi. Et il y a toujours eu des... il faut apprendre à vivre dans ce monde en ruine. Et pour ça, à explorer les potentialités qui s'ouvrent à nous. Il y a un très beau livre de Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde,
qui montre comment, dans les forêts d'Oregon, toute une population marginale, etc., a appris à vivre et à faire du commerce, etc., grâce à un petit champignon qui pousse là sur les ruines d'un écosystème un peu abîmé. Et que à partir de là, on peut créer de nouvelles alliances, on peut forger de nouveaux petits systèmes, mais on peut toujours, voilà. Et c'est cette idée que on peut explorer les possibles aujourd'hui, au lieu d'être toujours tendu vers le futur, au lieu d'attendre l'ordinateur quantique, etc. Eh bien, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, réduire notre consommation d'énergie, bien sûr. Une conception cyclique du temps a souvent été comprise par la pensée moderne comme la marque du primitivisme d'une culture. Une telle conception résulterait d'une attitude de fuite devant la réalité de l'irréversibilité temporelle. Or, pourtant, sur l'écologie, je suis, moi, frappé de voir que cette notion du temps cyclique semble être une solution. On parle d'économie circulaire, du cycle du carbone, d'énergie renouvelable, de recyclage. Qu'est-ce que cette notion cyclique du temps a à nous apprendre ? Il y a une sorte de fascination pour le cycle. Le mouvement perpétuel, la régénération. Et l'idée, surtout dans les politiques de l'énergie, qu'on va pouvoir récupérer autant d'énergie qu'on en a investi. C'est forcément impossible d'après la thermodynamique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce temps cyclique, c'est l'un des temps de la nature. Il y a aussi le temps de l'entropie. Il y a plusieurs temps dans la nature. Mais on a dans les milieux un peu écologiques, on a eu tendance à, surtout depuis, comment s'appelait le livre Closing the Circle, on a eu tendance à penser que la nature, c'était le cycle. Et aujourd'hui, il y a toute une fascination pour les cycles. Le cycle est bouclé, intégrer la technique dans la nature en bouclant le cycle. C'est le fameux mot d'ordre « cradle to cradle », c'est-à-dire concevoir du berceau au berceau, et non plus du berceau à la tombe simplement, mais du berceau au berceau, c'est-à-dire faire qu'il n'y ait plus de déchets, que tout soit recyclé. Or, c'est pas vrai, dans la nature, il y a plusieurs temps. Il y a effectivement un temps biologique où tout est recyclé, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul temps. Et c'est toujours cette pluralité, cette hétérogénéité des temps qu'il nous faut affronter. Et il est illusoire de croire qu'on peut boucler le cycle de la production. Voilà. C'est s'aveugler cette fois sur la thermodynamique. Et on a toujours tendance à ne pas vouloir voir, à écarter, à s'aveugler et écarter le temps qu'on ne veut pas voir. Or, tant qu'on n'affrontera pas de face tous les temps et qu'on n'essaiera pas de composer tous ces temps en un paysage, c'est ça l'idée du temps paysage. L'idée du temps paysage, c'est de faire une sorte de marqueterie, de composer un paysage toujours local, parce que le paysage, c'est local, c'est enraciné dans une localité, et c'est pas au niveau global qu'on fait un paysage. Et localement, d'essayer de voir comment articuler les temporalités en présence dans les divers écosystèmes qui composent un territoire. D'accord. Donc c'est un temps paysage qui est pas seulement individuel, il est collectif. C'est ça? Ah oui, les humains font partie d'un paysage. Et donc, il s'agit d'articuler le temps des humains avec celui des virus, des bactéries, de la croissance économique, etc., etc. Je veux dire que on est sans arrêt au carrefour et pris entre plusieurs temps. Un peu pour finir, il existe aujourd'hui un courant qui s'appelle la collapsologie qui considère qu'on va vers un effondrement ou qu'on va dans le mur. Quel est votre regard là-dessus ?
Oui, c'est très fort, surtout chez les jeunes, et un peu inquiétant. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mur. On ne va pas dans le mur parce qu'il n'y a pas de mur, parce qu'il n'y a pas un temps linéaire qui tend vers quelque chose. Mais la collapsologie, c'est... Le problème de la collapsologie, c'est que c'est la même chose que l'idéologie du progrès. C'est-à-dire, c'est la conception d'un temps linéaire orienté. On a interverti, renversé la flèche du progrès. La flèche va vers l'effondrement plutôt que vers l'avenir radieux. Mais c'est toujours le même schéma téléologique. Et c'est un schéma classique dans la civilisation occidentale, de l'Apocalypse ou de la fin des temps. C'est un schéma religieux. C'est un schéma religieux. Moi, quand je parle de penser en termes de temps-paysage, de vivre surtout en vivre le temps comme un paysage, c'est une conception qui est beaucoup plus, je dirais, païenne. Écoutez, j'invite vraiment nos auditeurs à se réapproprier justement ces différentes notions du temps, de voir comment ils peuvent l'inclure dans leur vie et dans leur collectif. En tout cas, Madame Banceau de Vincent, je vous remercie énormément, j'ai trouvé ça très éclairant et à une prochaine fois. À une prochaine fois, merci.